Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Vénérable Shi Zhaohui. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière, qui est la suite de l'entretien avec la vénérable Zhaohui Fashi, qui a été ordonnée donc nonne bouddhiste ou bhikkhuni en 1980 à Taïwan et qui est devenue ensuite une figure publique à la fois en tant qu'activiste pour les droits des animaux, la protection de l'environnement et les droits humains, en particulier des femmes. Et puis elle a aussi beaucoup enseigné, elle continue à enseigner aujourd'hui encore, elle a fondé et dirige l'Institut bouddhiste Hongshi. Dans les émissions précédentes, elle avait présenté en quoi les femmes sont maintenues dans une position inférieure aux hommes dans le bouddhisme, à la fois au niveau formel avec l'obligation pour les nonnes de présenter leur respect aux moines même s'ils sont bien plus jeunes qu'elles, au niveau protocolaire lorsque les hommes passent toujours avant les femmes pour entrer quelque part, pour se servir à manger, etc. Et puis au niveau institutionnel, quand l'ordination des femmes est soumise à l'approbation des hommes, mais pas l'inverse, par exemple. La vénérable Zhaohui a également publié des dizaines d'articles académiques et de livres basés sur les textes bouddhistes pour démontrer que ces règles sont le fruit de l'environnement patriarcal et de l'époque et de la société et pas de l'enseignement du Bouddha. Ensuite, Zhaohui a également partagé certaines de ses actions les plus emblématiques, notamment le fait de déchirer les textes des règles qui placent les bhikkhunis en position de subordination par rapport aux bhikkhus, donc les femmes et les hommes, devant le Dalai Lama pour lui demander d'abolir ces règles. Et puis surtout, l'année dernière, elle a donné l'ordination à un jeune homme qui souhaitait devenir moine. Et traditionnellement, les hommes sont toujours ordonnés par des moines, des bhikkhus, et jamais par des femmes. C'est une première mondiale. Et donc, ça a aussi suscité des réactions très vives dans les cercles bouddhistes. Alors, dans l'émission d'aujourd'hui, nous parlerons de son engagement pour les droits des personnes homosexuelles et de sa position aussi sur l'avortement et la gestation pour autrui, des sujets beaucoup discutés à Taïwan et dont les lois sont aussi en évolution ces dernières années. Il faut savoir qu'en 2012, la vénérable Zhaohui a officié pour marier 2 femmes à Taïwan. Il s'agissait de la première cérémonie de mariage bouddhiste entre 2 personnes du même sexe au monde. Et à ce moment-là, à Taïwan, il n'était pas possible non plus pour elle d'enregistrer officiellement leur mariage à l'état civil. Elle était donc tout à fait pionnière à la fois à Taïwan et dans le monde bouddhiste. Mais alors, quelles ont été les réactions des gens, d'abord dans le bouddhisme ? La plupart m'ont ignoré. Ils ont fait comme si cela ne les concernait pas. Même quand j'ai déchiré les 8 règles, ils ont fait comme si de rien n'était. Mais quand j'ai donné l'ordination à un homme, là, c'était trop pour eux. Ils ne pouvaient pas laisser passer. Ils savent que j'ai une argumentation très solide. Ils préfèrent éviter le débat. Ils ont trop peur de perdre la face. Moi, j'accepte de débattre avec tout le monde, mais pour eux, ils voient ça comme un risque qui n'en vaut pas la chandelle. Sur Facebook, ils m'ont énormément critiqué, je leur ai tous répondu un par un, ils n'avaient plus d'arguments, ils ne peuvent rien faire contre moi. En dehors du monde bouddhiste, globalement, les réactions étaient plutôt positives. Les gens qui soutiennent le mariage pour tous étaient très contents. Et puis ceux qui ne le soutiennent pas n'étaient moins contents, évidemment, mais parfois c'était aussi avec des critiques plus nuancées. Parmi les bouddhistes, certains ont soulevé des doutes académiques. Si ce sont des relations sexuelles prohibées, mais je leur ai répondu que ce qui est appelé relations prohibées ne fait pas référence aux relations homosexuelles, mais aux relations qui font du mal aux autres ou à soi-même, physiquement ou émotionnellement. L'objectif à l'origine de l'interdit est très important. Il ne s'agit d'interdire d'avoir une affaire juste parce que Bouddha l'avait décidé, mais de comprendre l'esprit de la règle. Cette règle des relations sexuelles prohibées interdit tout ce qui est du registre de l'humiliation, les rapports incestueux donc avec des membres de sa famille, des rapports avec quelqu'un qui est déjà marié à une autre personne et les rapports non consentis. L'objectif de cette règle, c'est très clair, c'est de ne pas faire de mal ni à soi ni à l'autre.
Si on dit de ne pas tuer d'êtres vivants, c'est parce que les êtres vivants ont peur de mourir et de souffrir. Donc, il faut éviter de leur enlever les ressources qui leur permettent de vivre. L'interdiction d'avoir un certain type de relation sexuelle sert à protéger le couple, à protéger les femmes, mais aussi les hommes d'agressions sexuelles ou de viol. Le bouddhisme interdit cela parce que ça fait souffrir. Une autre des règles principales du bouddhisme est de ne pas mentir, parce que ça nourrit aussi des mauvais sentiments, des incompréhensions, etc. Ces grands interdits ont donc pour objectif de ne pas infliger de mal, ni aux humains ni aux animaux, car tous cherchent la joie et fuient la souffrance, et cherchent la vie ou ont peur de la mort. Et atteindre le nirvana, c'est ne plus souffrir et ne plus mourir. C'est l'objectif fondamental de l'enseignement bouddhiste. Donc si cet enseignement devient des règles strictes qui finissent par faire mal, eh bien il y a un problème, et ce problème il vient de notre interprétation, de notre compréhension de cet enseignement, ou de notre manière de l'appliquer. Si deux personnes ne sont pas engagées dans une relation stable et veulent être ensemble, est-ce que ça fait du mal à quelqu'un? Si les deux sont consentantes, en ont envie, est-ce que quelqu'un est blessé? Que ce soit deux personnes de même sexe ou de sexe différent, si elles ont envie d'avoir des relations sexuelles ou même d'habiter ensemble sans se marier, certains disent que c'est une relation interdite, mais elles ne font du mal à personne. Pour moi, il n'y a aucun problème. Ce sont des adultes qui font ce choix de vie librement. Pour la vénérable Zhao Hui, le fait d'interdire ou de nommer relations interdites ou relations prohibées, les relations consenties entre deux adultes, qui soient homosexuels ou bien hétérosexuels non mariés, c'est vraiment quelque chose de contre-productif parce que ça fera aussi que les gens en général vont se détourner du bouddhisme, alors que l'objectif du bouddhisme c'est de permettre d'être heureux et de ne plus souffrir. Et donc si on dit aux gens que ce qu'ils font c'est mal, eh bien ça rajoute de la souffrance qu'il n'y avait pas à la base. Si un enseignement ne t'apporte pas de paix et de joie, mais au contraire te fait sentir de plus en plus coupable, angoissé, mal à l'aise, Bouddha dit que tu ne dois pas accepter un tel enseignement. C'est une leçon très claire qui est dans le Kalama Sutta. On le trouve facilement sur Internet. C'est l'histoire de Gautama Bouddha qui arrive dans le village de Kalama et où les gens lui demandent comment différencier les enseignements de tous les maîtres qui viennent prêcher. Tous se disent les plus sages, mais qui faut-il écouter? Bouddha dit d'essayer et de voir s'ils sont plus heureux, plus bienveillants. Si au contraire, ils souffrent ou font du mal aux autres en appliquant cet enseignement, alors c'est à refuser. Bouddha ne demande pas non plus de l'écouter lui, ou bien ne prétend pas être le seul à avoir raison. Il fait confiance à chacun pour se rendre la vie plus belle. Il ne rejette pas non plus les autres religions ou pratiques religieuses qui existent dans le monde, mais il dit vraiment de voir pour soi-même qu'est-ce qui fonctionne. Et pour élargir le dialogue sur d'autres questions éthiques, puisque c'est aussi un des sujets sur lesquels la vénérable Zhao Hui a beaucoup travaillé, eh bien, je l'ai aussi interrogé sur la GPA, la gestation pour autrui, le fait de porter dans son ventre un embryon, un fœtus, qui n'est pas issu de ses propres ovules, mais donc d'une fécondation in vitro pour un autre couple. On peut comprendre la douleur de certains couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Mais la gestation pour autrui, c'est une procédure intrusive qui a des conséquences physiques et psychologiques à long terme pour la mère porteuse. L'argent ne peut pas compenser les douleurs liées à la grossesse et à l'accouchement infligé à une autre pour obtenir un bébé. Dans les faits, très peu de mères porteuses le font vraiment, volontairement pour une sœur ou quelqu'un de leur famille. La plupart le font pour l'argent et sont dans les situations très précaires, dans des pays moins développés. Je trouve que ce n'est pas équitable d'un point de vue éthique. Je ne suis pas d'accord. Ainsi, selon la vénérable Zhao Hui, la douleur de ne pas réussir à avoir d'enfants est tout à fait réelle et doit être prise en compte. Et en même temps, ça ne peut pas être effacé en faisant souffrir une tierce personne. Il y a par contre des solutions alternatives.
On peut accepter de ne pas en avoir ou bien adopter, mais la filiation et la transmission d'ADN ne sont pas prioritaires. Les liens entre les vies sont plus complexes que cela. Un humain peut avoir une relation très forte avec un chat ou un chien qui est d'une autre espèce. Alors, pourquoi on ne pourrait pas aimer un enfant qui ne soit pas de son sang ? Les émotions et l'attachement sont très complexes et nous sommes capables d'aimer beaucoup de gens. Il ne faudrait pas se limiter soi-même ou être limité par la société. Il y a aussi d'autres questions éthiques qui entrent en jeu. Si par exemple le fœtus présente une malformation ou un défaut, que faire ? Que décide ? Si à la naissance, les parents qui avaient passé commande n'en veulent plus, qu'est-ce qui se passe ? Qui est responsable ? Je lui ai demandé également sa position par rapport à l'avortement, qui est légal à Taïwan, tout en sachant que si une femme est mariée, il lui faut obtenir l'accord de son mari pour pouvoir avorter. On espère qu'il y ait plus de régulation, que ce ne soit pas si facile d'avorter, à part les cas de viol, les fœtus mal formés. Mais ce n'est pas un déchet que l'on peut jeter comme ça. Si on met trop l'emphase sur les droits de la femme, on oublie les droits du fœtus. Mais si on fait passer les fœtus avant tout, on risque de tuer les femmes. Les deux extrêmes sont trop violents. Je trouve qu'il faudrait mieux informer les femmes. Mais au final, c'est à elles que doit revenir la décision. Le fait d'exiger l'accord du mari me semble absurde. Si c'est un bon mari, la décision sera de toute façon prise après en avoir discuté à deux. Et si c'est un mauvais mari, il ne devrait pas avoir le droit de décider à la place de sa femme. Une fois que le bébé naît, si le mari n'en veut pas, il peut s'en aller. Ça restera toujours une responsabilité pour la mère. Les femmes restent dans une position de vulnérabilité. Donc, je suis plutôt d'accord avec les demandes des groupes de défense des droits des femmes. Il ne faudrait pas que l'accord du mari soit obligatoire pour pouvoir avorter. D'autre part, si on parle plus largement que par rapport à Taïwan, elle trouve aussi que l'avortement ne devrait pas forcément être légal. Dans des pays, par exemple, où la pression sociale pour avoir un fils est telle que des femmes peuvent être poussées à avorter même si elles n'en ont pas envie. Dans certains pays, si l'échographie montre que c'est une fille, la mère sera poussée à avorter. Dans ce cas, la liberté des femmes d'avorter peut être exploitée du fait de la pression sociale du mari ou de la belle famille afin de choisir d'avoir un fils plutôt qu'une fille. Le droit d'avorter dans une société patriarcale peut résulter en une grande violence envers les femmes et les fœtus féminins. Et nous voici donc au terme de cette discussion avec la vénérable Zhao Hui, qui touche donc aux questions éthiques de droits humains, notamment les droits des personnes LGBT et les droits reproductifs. C'était un épisode présenté par Florian Dai pour Radio Taïwan International.